Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Quand tu passes de cette petite agence qui est Epicéa, alors qui est une agence à taille humaine, un peu comme Maverick, on est à peu près le double, tu vois, 6. Donc ça change tout à l'époque. Quand tu passes de cette petite structure à Continent, Promodès, puis Carrefour aujourd'hui, puis JC2Co, qu'est-ce que tu t'es dit, sincèrement, Guillaume? Tu dis, waouh, j'y suis arrivé? Oui, enfin, moi j'ai eu la satisfaction effectivement de cette progression. Après, moi je trouve que c'est une progression qui est assez logique. Moi je sais que l'agence à taille humaine, comme tu dis, ça m'a surtout appris ce qu'était un client. Parce que à cette époque, enfin dans cette agence, et c'est toujours le cas, les clients parfois mettaient, ou souvent même mettaient leurs premiers euros de budget communication avec cette agence, et donc il y avait le souci que de délivrer quelque chose et qu'ils en aient pour leur argent. Donc moi ça m'a appris ça, et de voir effectivement gérer un peu même l'inquiétude de ce retour sur investissement pour un client qui avait jamais parfois dépensé d'argent pour de la com. Et c'est très très riche de vivre ça dans un endroit où on n'est que 3 et on fait les cafés, le ménage, on met sous enveloppe, on fait tout quoi. Justement, quand tu es dans cette agence, tu apprends à découvrir des clients qui finalement, tu le dis à l'instant même, sont un petit peu, c'est une première fois pour eux. Comment tu les rassures du haut de tes 25-26 ans? Moi, je pense que ça touche au cœur de ce qu'est ce métier de la communication, c'est du bon sens. Je pense que quand on part dans des délires, et qu'on décolle un peu trop du sol, ça se voit. Enfin, c'est plutôt là où le client suit plus et commence à s'inquiéter, ou commence à s'inquiéter légèrement et après ne suit plus. Je dirais plutôt ça dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est de jamais perdre ça de vue. Et puis après, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire que quand vous êtes 3, il y a deux associés fondateurs. Elle veille au grain parce que voilà, c'est pas le gars de 25 ans qui doit inquiéter le client charmant acquis. Donc moi ça c'est essentiel et j'ai jamais oublié ça. Et on parle souvent de clients internes, c'est parfois un truc un peu abstrait. Moi j'ai jamais perdu de vue ça, c'est-à-dire que faut pas oublier aussi que ce métier c'est aussi un mirage dans le sens où tout le monde croit le connaître parce que c'est aussi la damnation de ce métier, c'est que tout le monde a un avis dessus, mais en fait les gens sous-estiment toute la technicité et les compétences qu'il y a derrière. Donc en fait il y a tout un travail aussi, je parlais d'inquiétude, mais c'est pas que de l'inquiétude, il y a beaucoup de pédagogie à faire, parce que d'un côté il y a des gens qui trouvent que c'est du bullshit, et à l'autre extrême il y a des gens qui attribuent à la com des pouvoirs magiques, y compris des projets complètement foireux. Moi je dis, il m'arrive sur certains sujets de dire je fais pas voler les cailloux, c'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent parfois vous voir de manière très sincère avec et des très bonnes intentions, et pensent que la communication est tellement magique, ou a tellement en tout cas d'effets, qu'elle va rattraper des choses très mal engagées. Et parfois le professionnalisme, ou même souvent le professionnalisme, c'est dire non là votre galet il va pas décoller parce que c'est pas un avion. Voilà. Alors justement, quand tu te retrouves face à tes clients internes, on va dire tes collègues tout simplement, et là je vais plutôt passer chez JC2Co, quand tu leur disais ce genre de choses-là, que tu n'étais pas magicien, que tu n'allais pas faire voler les galets, comment c'était pris? Puis comment tu t'y prenais? Parce que il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui sont des gens confirmés, comme toi ou moi, qui parfois se heurtent à ce côté j'aime pas. Bon, c'est la damnation dont tu parlais à l'instant même. Tout le monde a l'impression de pouvoir savoir faire de la communication, pardon. Mais quand tu leur disais, non, je vais pas pouvoir faire de miracle, Jean-Étienne, comment tu leur disais et comment c'était pris? Comment tu t'en sortais en somme? Pour être franc, moi j'ai pas toujours dit ça chez JC2Co, parce que moi quand je suis arrivé dans cette belle entreprise, je partais de zéro sur la mise en place de la communication interne. Donc pour moi la métaphore c'est d'ouvrir une boutique, et au début t'as pas de client. Donc quand les gens frappent à la porte avec un besoin, donc le fameux truc un peu parfois un peu mal engagé, où les gens arrivent un peu chez le médecin en ayant déjà pré-rédigé l'ordonnance, et qui est le truc que tous les communicants détestent. Voilà. Alors, par exemple, Guillaume, j'ai besoin d'une plaquette, j'ai besoin d'un site. Oui, alors voilà, j'aimerais une newsletter. Parfois même, tu as fait une newsletter qui a très bien marché pour tel projet pour l'informatique. Moi, je suis à la finance. Est-ce qu'on a un très gros projet finance? Est-ce que tu pourrais nous faire quasiment la même newsletter pour avoir le même effet? Après, donc ça dépend du stade où on en est. Moi, en phase de constitution de ma clientèle interne, au début, je ne répondais pas ça parce que j'avais besoin que les gens rentrent dans la boutique
boutique et puis qu'on se mette et de vendre des prestations, même si c'est pas de la vente, on facture rien, mais j'avais besoin de pas un peu dégoûter ou éconduire les gens. C'est là où on est toujours dans la métaphore un peu commerciale. J'ai pas envie qu'ils se disent il est pas commode le gars, on vient lui demander service et puis il nous dit non, quoi. Donc moi en phase de lancement, je faisais pas ça, mais de toute façon, ça, tous les communicants le connaissent également. C'est que le sujet, c'est de réorienter. C'est pas forcément de dire non, c'est de réorienter, c'est-à-dire de partir parfois de cette ordonnance pré-rédigée par le patient ou le client et de dire bah oui, tu pensais faire une newsletter, on va voir, quoi. Et puis de démarrer un questionnement le plus approfondi possible et de dire bah on va voir si la newsletter c'est la bonne solution ou répond à ta problématique, mais on va creuser ta problématique. Finalement, comme lorsque tu étais en agence chez Epicéa, où tu avais un besoin qui est exprimé par un client, et tu conseillais ton client en lui disant c'est peut-être pas nécessairement la solution adéquate. C'est exactement ce que tu faisais. Mais oui, mais ça c'est la base du métier. C'est même si la com en 30 ans c'est énormément digitalisé, que les outils sont sophistiqués, on reste toujours en gros à faire une espèce de cadrage avec un papier, un crayon. Ça changera pas, je pense. Même avec l'IA, même avec certainement toutes les technos qui vont continuer à arriver. L'essence du métier, c'est l'essence de conseil et je dirais de bon sens. Alors, tu as employé une seconde fois ce mot bon sens. Ces deux mots qui sont absolument sensationnels. Le fameux bon sens près de chez vous, rappelle-toi, pour une banque qu'on ne nommera pas, et qui, je trouve, a beaucoup explosé en vol depuis les années 80. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la communication, et on parlera de la com interne, et évidemment, parce que tu as un petit peu défloré le sujet, mais j'ai l'impression que le bon sens, il est plus près de chez nous en communication. J'ai l'impression qu'on est toujours en train de faire des coups de com', comme le dirait Olivier Simelière. J'ai l'impression qu'on est toujours en train d'essayer d'aller toujours plus vite, essayer d'avoir toujours des résultats, même si c'est totalement bullshit. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que le bon sens a disparu aujourd'hui? Non, moi je pense pas que le bon sens a disparu. Je pense que la nouveauté récente, c'est que les sujets sont devenus très complexes. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qui sont devenus très techniques, il y a du juridique dans plein de dossiers, même de com, il y a du juridique, il y a de la propriété intellectuelle, il y a de la finance, il y a des aspects informatiques, techniques, etc. Voir les activités, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, il y a des enjeux parfois internationaux, des enjeux culturels. Donc, je pense que tout est plus compliqué. Donc, il y a aussi beaucoup de raisons de facteurs qui nous éloignent de ce bon sens, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'acteurs autour de la table qu'avant. Et donc, je pense que... Alors, le pire, c'est quand on touche à des sujets créatifs. Moi, alors, la publicité, et moi j'adore ces sales gosses que sont les publicitaires. J'étais il y a 3 semaines au jury du prix stratégie. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, j'adore côtoyer ces gens-là parce qu'il y a des gens de 40 ou 50 ans ou de 30 ans. Et il faut qu'ils gardent cet esprit sale gosse. Mais le truc, c'est quand ils arrivent avec une idée créative et qu'elle est examinée par 10 directions métiers différentes, 10 décideurs, validés, revalidés, etc. À la fin, il reste de la charpie. Donc le pire, c'est sur ce domaine de créativité, puisqu'il y a une idée créative, c'est quelque chose de très subtil, un peu parfois éphémère, évanescent, et quand tout le monde s'en mêle, au bout d'un moment, on dit, ah oui, très bonne idée, mais là, il faudrait peut-être enlever la fille. Alors nous, on fait ça, il faudrait mettre un petit oiseau. Et au bout d'un moment, le truc, c'est une espèce de Frankenstein, et l'idée de départ, elle a complètement disparu. Donc, alors heureusement, dans la communication, moi qui est plus mon domaine, communication corporate, communication interne, web et réseaux sociaux, on a moins ce phénomène-là, mais je dirais, il y a quand même cette tendance-là avec plus d'acteurs qui s'en mêlent et parfois ça éloigne du bon sens parce que le côté avis donné par plein de gens, on saupoudre, on rajoute des petits trucs, on en enlève, parfois on se retrouve et c'est un peu la même idée que mon histoire de campagne de pub créative. Parfois l'idée de départ est devenue, s'est éloignée. Est-ce que c'est pas aussi dû en raison de la peur qu'on a? Tu l'as dit, le monde s'est nettement complexifié. Ça, il y a un côté juridique qui est de plus en plus fort. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé, on n'avait pas ces problèmes juridiques, ou en tout cas pas nécessairement les mêmes. Il n'y avait pas autant d'enjeux. Mais est-ce que tu ne crois pas que cette peur de tout, cette peur finalement de la crise,
qui nous tombe sur le coin de la figure fait que aujourd'hui on ne prend plus le moindre risque en com. Oui, alors après, si on reprend l'exemple du juridique, c'est normal qu'il soit là parce qu'il y a des risques et des possibilités de crise qui sont plus nombreux, notamment avec les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que il faut peut-être effectivement redire que dans toute action de communication, même le fait de prendre la parole vis-à-vis de 3 personnes, qui est le premier niveau d'une communication, qui est de la relation, il y a toujours un risque. Le premier risque, c'est le risque de pas être entendu, presque au sens oreille et voilà, émetteur-récepteur. Le risque du malentendu, le risque de la réaction qui est pas celle qu'on attend. Et donc, moi, je pense qu'il faut se réaligner dans les entreprises pour redire que le risque, il est inhérent à la communication. Et on peut pas s'assurer contre. Voilà. Sinon, si on ne l'accepte pas, et je pense qu'il faut le remettre en question, même au plus haut niveau d'un codir, parce que si on n'accepte pas cette dimension-là, et qu'on veut tout contrôler, la communication, c'est quelque chose où il faut un peu se lâcher, il faut un peu lâcher ses coups. Si on retient ses coups, effectivement, il peut y avoir même de la peur, comme tu disais, mais même le côté un peu plus, on fait un petit peu gaffe, voilà, on se retient un petit peu, au lieu de se lâcher. Et là, en créativité, encore une fois, c'est là où ça peut se voir le plus. Mais parfois, les idées aussi sont des choses très, très fragiles. Et si on se lâche pas, les idées, elles sont un peu fadasses, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut remettre en question cette histoire du risque et qui est inhérent à la com. On peut pas tout maîtriser et même si on est totalement silencieux, enfin même si on fait pas de com à la limite, il peut se passer quand même une crise. Donc tant qu'à avoir des risques, autant y aller, je dirais, sans trop se retenir. Oui, on est bien d'accord. Et puis de toute façon, vivre, c'est un risque. Il suffit de traverser la route. Tu tombes sur un chauffard et puis malheureusement tu passes à trépas. Donc la vie est ainsi faite. Et puis quand on monte une entreprise, quand on en gère une, il y a toujours un risque. On est là pour le minimiser, bien évidemment, mais nous ne sommes pas nécessairement des assureurs en communication. Et puis je rappelle que dans la communication, l'objectif c'est de ne pas ressembler à ses confrères d'en face ou d'à côté. C'est le b.a.-ba, on est bien d'accord. Ah oui, il faut se différencier. Après, tout à l'heure tu parlais de peut-être de communication qui avait tendance à se banaliser ou à s'éloigner du bon sens. Moi, je pense qu'il y a un défaut, une tendance dans les équipes communication, c'est à chercher toujours la nouveauté. Et la nouveauté pour la nouveauté, c'est pas une stratégie d'entreprise, c'est pas une stratégie d'image. Et ça, c'est hyper important de pas juxtaposer uniquement des one-shots et de construire quelque chose sur la durée. Moi, je pense qu'on bâtit quelque chose et c'est aussi à l'honneur de ce métier de montrer qu'il a une stratégie long terme et pas de juxtaposer des coups, des one-shots qui parfois construisent aussi quelque chose, mais c'est pas la même chose que de structurer, de creuser un sillon. Moi, je crois au côté un peu artisanal, même un peu besogneux. C'est pas très sexy de dire ça quand on est directeur de la communication, mais je pense qu'on doit savoir où on va, et surtout qu'il faut derrière il y a surtout une idée majeure, c'est qu'il faut du temps. Il y a les entreprises ont pas des moyens illimités. En revanche, se donner du temps pour construire les choses de manière raisonnée sur le long terme, c'est hyper important, notamment parce que on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Il y a quelque chose qui doit forcément se développer à l'avenir, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Alors ça passe pas forcément, c'est pas forcément uniquement les communicants qui doivent gérer le dialogue avec les parties prenantes, mais je pense qu'ils doivent quand même être à la manœuvre, conseiller, accompagner et peut-être dans certains cas gérer certaines de ces parties prenantes. Et je pense que ça demande du temps. Pas de paillettes, parce que parfois ce genre d'échanges se font parfois dans une certaine intimité, voire une certaine discrétion. Et c'est aussi ça la communication. C'est parfois voir des gens dans un café, du one-to-one, des échanges, parfois de personne à personne. C'est aussi ça la communication, pas que des grands barnums et des grands coups de com'. Et donc là, le titre du bouquin d'Olivier Simelière, invoquant le fait d'arrêter de faire des coups de com', moi je suis
totalement d'accord. Et revenons à quelque chose où il y a du bon sens et je dirais un plan d'action. Et je pense que ça crédibilisera le métier et on fera disparaître ce côté un peu magique ou paillette ou un peu saltimbanque. Et on prouvera que ce métier a une vraie place dans un comité de direction, c'est-à-dire autant que le directeur financier ou que le directeur des ressources humaines.